Bonjour à tous et bienvenue dans le 30e épisode de la série Philatélie Titan pour tout savoir sur les timbres, et aussi dans le 12e épisode du chapitre sur les oblitérations. Aujourd'hui, on va commencer par la poste maritime militaire. Ce sont les expéditions coloniales du 19e siècle. Elles ont nécessité la création d'un service postal maritime militaire, vu que les colonies en général ont accédé par bateau. D'abord, c'est les timbres à date utilisés en Méditerranée, sans aucune indication de trajet. On peut en voir ici. Par la suite, le timbre à date, il indique la ligne desservie par le navire. On en a quelques-uns ici. En 1915, des agents des postes admis à bord des navires de guerre. C'est la période des bureaux flottants. Ces bureaux, ils ont été rattachés en 1916 au bureau naval de Marseille. Quelques variantes ont fut rapportées aux chambres, aux timbres, pardon. Des bureaux secondaires ont été ensuite créés dans différents ports. Le secteur maritime desservi, il est représenté par une lettre ou un chiffre. On peut voir quelques cachets, quelques timbres ici. À partir de 1923, la création d'agences postales navales à bord des navires de guerre importants. Tous les timbres sont au même type et existent encore. Ces timbres, ils ont été remplacés pendant la période de guerre 39-45 par les timbres muets, sans autre indication que poste naval. Après, on va commencer avec les ballons montés, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de finir parce que c'est une très très grosse partie. Donc, toutes les lettres ou cartes au départ de Paris et de certains bureaux de la Seine et adressées à l'extérieur entre le 19 septembre 1870 et le 28 janvier 1871 peuvent être considérées par des plis transportés par ballon. Il existe aussi des lettres de Paris postées en banlieue par des passeurs. Certains plis ont été remis directement aux aérostiers. Ces lettres sont rares. Certaines portent l'un des deux qualités des aérostiers. D'autres ne font pas attention à la date et au lieu d'expédition se trouvant à l'intérieur de la lettre. Il ne faut pas confondre ces plis remis aux aérostiers avec les tentatives d'entrée à Paris par ballon. Ces lettres sont datées de province pour Paris. Bien qu'énoncé au public, aucun ballon partant de province pour Paris n'essayait de rejoindre Paris. Les lettres ont été distribuées après la fin du siège. Donc oui, pourquoi on devait faire par ballon? Parce que c'est le siège de Paris et les correspondances ne passaient pas. Après, les correspondances transportées, elles peuvent se diviser en 4 catégories. Les cartes dites par ballon non monté, qui sont affranchies pour la France à 10 centimes. Ces cartes, elles sont imprimées ou pas. Les lettres sous enveloppe ou pliées avec ou sans mention manuscrite ou imprimées par ballon monté. Les lettres journaux dont on a plus connu est la Gazette des absents. En général, 2 pages recto verso, dont une réservée à la correspondance et une à l'adresse. Les journaux et circulaires, ce sont des textes imprimés sans mention personnelle, les correspondances avas, et les circulaires de la compagnie d'assurance nationale sont les plus connus. Toutes lettres et journaux transportés par ballon ne devaient pas peser plus de 4 grammes, et l'affranchissement pour la France était limité à 20 centimes. Les oblitérations, ce sont les mêmes oblitérations que celles utilisées avant le siège, à savoir les étoiles pour le bureau de Paris et les grands chiffres pour les bureaux de banlieue. On note cependant qu'un timbre qui n'a été utilisé que pendant le siège, c'est le Paris SC, qui ne se rencontre normalement qu'en rouge. On peut voir également au chapitre timbre oblitéran pour les griffes militaires, qu'on verra bientôt. Donc là, on est caché. Après, l'identification des ballons. L'identification du ballon transporteur, elle est souvent difficile à réaliser. Pour qu'un ballon soit certain, il faut presque toujours que le timbre à date d'arrivée soit une date antérieure à celle du départ du ballon suivant. Quelques timbres à date aident beaucoup à l'identification, avec les bureaux de passe, les timbres à date d'atterrissage, les ambulants, etc. Certains ballons, ils sont à peu près non identifiables. C'est le cas par exemple du Denis Papin et de l'armée de Bretagne, tous partis le 2 décembre 1170. Pour être certain du ballon transporteur, il faut des timbres d'arrivée du 7 décembre et des adresses proches de l'atterrissage. Un autre exemple typique est celui du Neptune, donc du ballon Neptune.
Toutes les lettres postées entre le 19 et le 22 septembre 1870 doivent avoir un timbre d'arrivée des 24 ou 25 septembre pour que le ballon soit certain. Ce n'est le cas que pour moins d'1% des lettres examinées. Après la rareté de certains ballons, à titre d'exemple de rareté, on va noter les ballons tombés en mer, ceux capturés par l'ennemi, ou encore ceux qui ne transportaient que peu de courrier, comme le général Chanzy, qui a été capturé par les Allemands à son atterrissage en Bavière, le Richard Wallace, perdu en mer, et le général Cambronne, qui n'avait que 20 kg de lettres, alors que la moyenne est de 200 kg par ballon. Après, les pigeongrammes, entre 1870 et 1871, le 10 septembre 1870, la totalité des pigeons voyageurs basés à Paris ont été envoyés à Tours, le premier lieu de repli du gouvernement. Jusqu'au 15 octobre 1870, les dépêches officielles étaient écrites à la main sur des papiers très fins. Après cette date, ce sont des réductions photographiques au 1/300e de texte manuscrit. Cette facilité de réduction, elle a permis d'abord de joindre les communications semi-officielles, y compris quelques articles du journal Le Moniteur. Dès le 9 novembre, les dépêches sont d'abord imprimées puis réduites au 1/100e. C'est donc facile d'utiliser ce moyen de communication pour les dépêches privées, en moyennant une taxe de 0,50 par mot, plus une taxe de 3 francs pour les dépêches et les mandats. Ces taxes ont été réduites peu de temps après. Une vingtaine de pellicules photographiques étaient introduites dans un tube de plume d'oie qui était attaché à la queue du pigeon. Le pigeon était alors lâché pour gagner Paris. On note que certaines dépêches importantes, elles ont été envoyées jusqu'à 40 fois par 40 pigeons différents. Sur 95 581 dépêches adressées à Paris, l'administration estime que plus de 60 000 ont été distribuées. Et voilà, c'était tout pour cet épisode. Toujours vos réactions, vos questions et vos suggestions dans les commentaires, j'y répondrai. C'était Philatélie Titan pour tout savoir sur les timbres, le chapitre sur les oblitérations.